Bienvenue au Financial Innovation Day, bienvenue à ce plateau consacré à l'internationalisation des PME organisé avec Finance et Conseil Méditerranée. L'internationalisation, c'est le vecteur fondamental de développement des entreprises avec l'innovation. Les grandes entreprises performantes sont naturellement, génétiquement internationales, même s'il y a quelques entreprises résidentielles, on va dire, qui ont normalement leur business, mais les grandes entreprises à développement sont toutes des entreprises qui ont passé les frontières. Donc nous allons voir cela avec André Jeanneret de Made in Soft, et puis d'Aix-Marseille French Tech, Sama Bendia, délégué général adjoint de Finance Conseil Méditerranée, et Charles Martin Laval de Kampen. D'accord. Donc, est une start-up qui est levée et qui nous parlera de sa stratégie de développement à l'international. André Jeanneret, vu depuis Made in Soft, vu depuis les French Tech, comment vous voyez l'international? C'est naturel pour le développement? On dépasse le marché local, national? Alors oui, effectivement, sur le territoire d'Aix-Marseille French Tech, il faut savoir que nous avons identifié un peu plus de 300 startups qui sont accompagnées depuis un an et elles ont levé un peu plus de 60 millions d'euros de levée de fonds pour les accompagner, pas pour draguer le marché du Marseille 13e, mais pour aller à l'international. Parce que tout chef d'entreprise qui crée une startup aujourd'hui et qui me dit ma stratégie c'est de pénétrer le territoire de Marseille, je lui dis sa durée de vie est comptée. Il vaut mieux partir tout de suite à l'international et promouvoir son offre sur le marché international. On a de belles réalisations, de belles réussites comme Neotis sur Gemenos qui a choisi l'international d'entrée de jeu en gardant les spécificités de chacun des marchés et je pense que c'est effectivement de très belles expériences. Quelles sont les problématiques de ces entreprises? Parce que entre être un très bon ingénieur, un très bon innovateur ou un très bon développeur et puis aborder la sensibilité de marchés différents, il y a quand même un gap. Comment est-ce qu'ils arrivent à le passer? Quels sont les obstacles que vous détectez dans ce public spécifique qui est particulier, qui est de la French Tech? Eh bien, lorsque je regarde les expériences des uns et des autres, je m'aperçois que chacun y va avec sa sensibilité personnelle. Neotis, lorsqu'ils créent la société, ils développent leur offre de produits, qui est une offre d'analyse de la consommation des applications sur les sites web, pour pouvoir répondre à la demande si on est dans l'euphorie de Noël et avoir de très bons temps de réponse. Ils poussent leurs produits sur le marché américain, ils se font accompagner. Et pendant 3 mois, il y a des sondages qui sont faits aux États-Unis. Et au bout de 3 mois, l'accompagnant leur dit, voilà, pour que votre offre elle réussisse sur le marché américain, il faut que vous ayez telle et telle particularité. Ils font les adaptations et à partir de là, ils commercialisent directement sur les Américains. C'est une société aujourd'hui qui fait 80 à 90% de son chiffre d'affaires à l'export. 80% de son chiffre d'affaires à l'export. C'est sûr que les 50 ingénieurs qu'ils ont à Gemenos aujourd'hui, qui font du SAV, ce sont tous des gens multilangues. Ils parlent l'américain, ils parlent l'espagnol, ils parlent différentes langues. Mais fort du succès aux États-Unis, ils regardent le marché allemand. Le marché allemand ne fonctionne pas comme le marché français. Les Allemands achètent allemand en priorité. Donc, il faut aller sur ce marché-là avec un distributeur qui soit localisé en Allemagne, qui accompagne sur le marché allemand. Et donc, on est dans une approche totalement différente. Il faut respecter les spécificités de chacun des marchés pour pénétrer et attaquer un marché. Aujourd'hui, ils travaillent sur l'Inde, qui est un très gros marché de développement dans le numérique et dans l'économie numérique, tout ce qui est site Internet, parce qu'ils ont des clients qui sont potentiellement importants là-bas sur ce marché. Et ils y vont. Quels sont les freins des entreprises? Parce que c'est quand même pas évident de se projeter sur ces marchés. Alors, c'est pas évident parce que vous avez des freins législatifs, vous avez des freins économiques, parce que chaque fois, il faut faire l'expérience, il faut faire l'investissement et il faut se faire accompagner. Bon, on a Business France qui permet de bien déployer, faire les études de marché, nouer les premiers contacts. Tout dépend aussi de la stratégie qu'on mène pour pénétrer un marché. Soit on veut créer une filiale et l'aborder de zéro, soit on veut racheter un partenaire pour pouvoir gagner du temps.
Après, tout dépend des domaines dans lesquels vous œuvrez. Je suis DSI de Talentia Software. Nous, on travaille avec la législation financière et sociale. Vous nous rappelez votre métier? Je suis DSI de Talentia Software et responsable des services généraux. Talentia fait quoi? Talentia, c'est un éditeur de logiciels de gestion financière et de gestion de ressources humaines, tout ce qui est capital humain, consolidation, fiscalisation. D'accord. Donc, d'origine française. En tant qu'éditeur, lorsqu'on s'est intéressé à l'Espagne, on a adapté nos logiciels aux spécificités de l'Espagne parce qu'ils ne gèrent pas la TVA comme en France. Lorsqu'on s'est adressé à l'Italie, on a adapté aux échanges interbancaires avec l'Italie parce que l'Italie n'a pas les mêmes normes d'échange interbancaire que la France. Lorsqu'on s'adresse à l'Angleterre, pareil, il y a des traductions, il y a des adaptations à faire. On accompagne les grands groupes français dans leur déploiement à l'international. Ça veut dire qu'un grand groupe français, si vous prenez Valeo qui rachète une unité de production en Tchécoslovaquie, il nous dit je mets votre gestion financière, mais vous traduisez dans la langue du pays pour que les gens y comprennent, les utilisateurs y comprennent. Et comme ça nous a permis de traduire les produits dans plus d'une quinzaine de langues et d'être présent dans plus de 30 pays au monde. C'est certain qu'on n'a pas fait des filiales dans chacun des pays, donc les modes de commercialisation sont différents. Aujourd'hui, Talentia, c'est 450 collaborateurs, plus de 150 collaborateurs en Europe. On est présent en Espagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, en Angleterre. Et notre développement, il passe par une croissance en Europe avant d'aller attaquer les États-Unis ou d'autres pays. Et à chaque fois, on va essayer de racheter des offres complémentaires. La dernière qu'on a rachetée, c'était 97 collaborateurs, un seul en France. Tous les autres étaient sur des pays européens. Et donc, on les a fusionnés avec nos équipes, mais on a pris l'offre, qui était une approche Human Capital Management, d'approche anglo-saxonne, donc qui amenait une autre culture par rapport à la France, et on l'a mis au catalogue, et ça nous permet d'attaquer des nouveaux marchés. Vous avez parlé de l'aspect culture, il est important pour aborder l'international, c'est souvent ce qui coince peut-être au-delà des réglementations, du financement, c'est de se projeter dans des pensées, des modes de fonctionnement différents. Oui, vous avez des modes de raisonnement différents et puis surtout la maîtrise de la langue, parce que nous, Français, on a encore beaucoup... On a un peu de mal. Hein. On a un peu de mal, on est beaucoup franco-français. Dire comme ça. Mais heureusement, les nouvelles générations sont multilingues et permettent de franchir très rapidement ces obstacles et d'aller au-delà. Dans les 300 de la French Tech, il y a de belles réussites à l'international? Il y a de belles réussites à l'international, mais avec des aspects différents. C'est-à-dire que vous prenez une structure comme Calinda Software, qui fait de la signature électronique de documents, qui fait du workflow sur la messagerie. Très tôt, ils ont été détectés par Microsoft. Et donc, Microsoft leur a dit, c'est bien ce que vous faites, vous allez travailler avec nos laboratoires. Et donc, ils sont partis aux États-Unis et ils ont travaillé avec les laboratoires de Microsoft pour être mis au catalogue de Microsoft, ce qui leur a permis très vite d'avoir une crédibilité et de pouvoir signer des grands comptes. Et donc, dans cette dynamique-là, ils ont pu se développer plus vite. Entraînés par un client voilà. Ou un partenaire qui les tire à l'international très vite. Ça, c'est quand même une solution rêvée un peu. Ah oui, bien sûr. Mais il faut l'accrocher aussi. L'important, c'est d'avoir l'idée innovante qui amène un plus par rapport aux solutions proposées déjà par les éditeurs pour pouvoir monter dans le train et puis accompagner les grands. Hein. Très bien. Alors une société, donc c'est Campen. Charles Martin Laval, racontez-nous qu'est-ce que vous faites et comment vous voyez votre développement international. Très bien. Donc nous, on est une jeune société marseillaise. On développe un logiciel de gestion de campagne publicitaire sur Google et Facebook. Donc c'est une société SaaS, un logiciel qu'on vend à des annonceurs partout dans le monde, en tout cas. Donc on vient de lever tout de suite partout dans le monde. Tout de suite partout dans le monde, ou en tout cas au moins en Europe et Amérique du Nord. D'accord. Voilà. Ça a été la volonté dès le début, se dire qu'on n'a aucune limite, aucune raison plutôt de se concentrer uniquement sur la France. Donc forcément, on teste notre produit tout de suite sur la France, mais dès le début, on a pensé le logiciel international pour pouvoir évidemment le traduire et surtout commencer la commercialisation, tester d'autres marchés que le marché français avant de lever des fonds. Donc on vient de lever des fonds, mais on avait déjà 20% de nos clients qui étaient à l'international. Est-ce que vous avez utilisé dans votre développement les dispositifs français d'aide à l'export?
Pas encore. Aujourd'hui, on est en phase on accélère sur la commercialisation, donc du coup on accélère sur la partie internationale, et on est en contact avec Business France pour pouvoir envoyer des commerciaux directement dans les pays. C'est ça qui va nous aider à faire de l'export. Mais pour le moment, tout a été fait depuis la France, directement, en mode online pur et simple. Le numérique permet des fois de se développer, peut-être sans implantation directe sur le territoire. En gros, le sentiment, c'est que c'est relativement simple de tester un produit numériquement dans un pays avant d'attaquer vraiment ce pays. Là, vous l'avez testé aux États-Unis, c'est ça? On l'a testé au Canada, en Allemagne. Donc on a pu avoir des clients simplement en lançant une campagne publicitaire depuis la France là-bas. On a acquis des clients, on a traduit notre logiciel, on a acquis des clients, on a vu qu'il y avait un marché, qu'il y avait un intérêt pour notre solution dans ces pays-là. Et demain, on va accélérer et ouvrir directement des bureaux. En tout cas, on va faire les choses petit à petit. On va envoyer d'abord un VIE pour ensuite ouvrir un bureau. Voilà, vous disposez d'un VIE et Business France, comme c'est des dispositifs d'appui importants. Alors Sama Bendia, on va parler des dispositifs d'appui avec les outils de Finance et Conseil Méditerranée. Alors oui, deux mots d'abord sur Finance et Conseil Méditerranée. C'est une association qui réunit les plus proches conseillers du chef d'entreprise, son banquier, son avocat, son expert comptable. Effectivement, comme l'a évoqué André, il y a plusieurs freins à l'internationalisation des entreprises, notamment sur la réglementation, sur l'interculturel, sur toutes ces dimensions. Et nous, on travaille vraiment sur la sécurisation de sa démarche à l'international à travers un dispositif d'abord qui est le réseau des experts confiance. C'est un réseau de plus de 50 professionnels, de banquiers, avocats, experts comptables, qui sont implantés sur 4 pays. Donc c'est vraiment des professionnels locaux. En Algérie, en Tunisie, au Maroc et au Liban. Et ils sont là vraiment, on les a sélectionnés depuis 2009, on les a qualifiés pour leur capacité à accompagner les entreprises. Aujourd'hui, pour aller à l'international, encore faut-il bien s'y préparer. Il faut connaître les codes du pays, il faut connaître la fiscalité, il faut connaître quels sont les outils financiers. Donc tout ce réseau des experts confiance est là pour aider les chefs d'entreprise dans les 4 pays. Voilà, pour un chef d'entreprise, il suffit de nous appeler, on identifie le besoin, on les met en relation et après, effectivement, charge au chef d'entreprise de voir comment il contractualise avec un expert confiance. Deuxième outil, le guide de l'export en gestation. Tout à fait, en gestation. C'est un guide de la démarche export, je dirais. Pourquoi ? Parce qu'au fur et à mesure, on fait beaucoup de modules d'information sur la démarche de l'export ou sur le financement de l'entreprise à l'export. Et on s'est rendu compte que très souvent, le chef d'entreprise, effectivement, il y a plusieurs dispositifs, mais ne sait pas à quel moment les actionner, quel type de réseau actionner et à quel moment. Donc on a mis en place un guide qui est en cours d'édition. Donc on a réuni un comité de pilotage qui réunit plusieurs acteurs autour de la table pour réfléchir à ce guide. Et il va partir un peu sur la démarche de l'entreprise. Donc côté besoin, je suis chef d'entreprise. On l'a un peu scindé sur plusieurs étapes. Je m'informe, je prospecte, je vends et les conditions générales de vente derrière. Je réponds à un appel d'offres. J'encaisse et puis je m'implante. Donc, et à chaque chapitre, l'idée c'est aussi de présenter les acteurs du financement derrière, les réseaux qu'on actionne, la ressource humaine et comment à chaque fois, il y a aussi une checklist à chaque fois que le chef d'entreprise devrait regarder, devrait un petit peu checker pour justement passer à l'étape suivante. Voilà, l'export c'est quand même une démarche un peu sportive. On a malheureusement beaucoup de retours parfois critiques et on a des chiffres qui sont rédhibitoires, c'est qu'une entreprise sur 2 qui a tenté une démarche export ne recommence pas. C'est beaucoup. Nous, notre boulot, puisque donc je suis délégué général de Finance et Conseil Méditerranée, c'était d'éviter la casse et d'éviter que cette première démarche se solde par un échec. Et la meilleure façon, c'est effectivement de prendre un certain nombre de précautions, de prendre son temps, de regarder les conditions du territoire. Et il y a des tas de pièges. On parlait des conditions générales de vente. Très souvent, il y en a qui se contentent de mettre les conditions générales au dos d'une facture. Vous savez que ça n'a aucune valeur juridique. Voilà, moi, je ne savais pas, mais je l'ai appris. Parce que le client n'a pas eu le temps raisonnable de consulter les conditions générales de vente avant de recevoir la facture. Donc ça n'a aucune valeur devant un tribunal.
voilà, on croyait qu'on était couvert, bon on l'est pas. Donc des petites choses comme ça, il y en a plein comme ça dans les démarches d'export auxquelles il faut faire très attention. J'ai gagné un appel d'offres, Youpi, ouah, on boit le champagne avec la boîte, j'ai vu ça. Et puis alors à la fin, là c'est la catastrophe. On ne sait pas comment rapatrier l'argent, on ne sait pas comment finir le contrat, on ne sait pas comment se faire payer, on ne sait pas quels seront les flux. Tout ça parce que ça se règle en amont et ça ne se règle pas en aval. Donc là, on a malheureusement tous, je crois, on a tous entendu ces histoires-là. Donc c'est pour éviter ces histoires-là qu'il faut. Dieu sait qu'il faut y aller. Je crois que André l'a souligné. Il n'y a pas de marché local, il n'y a qu'un marché mondial et il faut savoir dans quel pays il faut aller, mais il faut y aller avec un certain nombre de précautions. Et pour ça, il faut y travailler et se donner la peine d'écouter un petit peu les professionnels. On a des grands professionnels d'accompagnement dans cette région qui sont des vieux routiers de l'export qui sont prêts à vous aider. Encore faut-il les écouter parce qu'il y a quand même beaucoup de pièges quand on est à l'étranger. Tout le monde croit, parce qu'on est très fort en France, on est les meilleurs du monde, que tout se passe dans le monde entier comme chez nous. Eh ben non, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, justement, tu as évoqué la démarche interculturelle. Effectivement, c'est très important pour un chef d'entreprise de s'imprégner un peu de la culture du pays dans lequel il va s'exporter. Et justement, il ne suffit pas de dire j'exporte ou je m'implante. Encore faut-il vraiment y aller. Il faut être souvent dans le pays, il faut s'acclimater, il faut connaître les codes. Que ce soit, voilà, on a des pays à proximité, on se dit effectivement, il y a des marchés, effectivement, encore faut-il bien connaître le marché et bien connaître la culture. Alors, on va passer à vos interrogations sur ces questions d'export, d'internationalisation, si vous le souhaitez, ou compléments, ou critiques. Je voudrais poser une question. Je suis Vincent Kiffer, président de Book My Hello, qui tournait 100% à l'international dès son début. Je voudrais savoir, selon vous, quelle est la part du facteur humain et du facteur technique et du facteur financier dans le succès à l'international? André, tu as une piste? Je pense que les trois éléments ont une importance forte. J'ai en mémoire un partenariat sur un pays du Maghreb. Il se trouve que chez Talentia Software, comme on accompagne des comptes français dans leur implantation sur les différents pays, quand vous équipez une filiale de Nestlé qui paye beaucoup de salariés au Maroc, ou quand vous équipez d'autres équipementiers comme ça, nous on facture entre 1000 et 1500 euros la journée. Et ça représente un certain nombre de journées d'assistance et de consulting sur l'année. Quand vous rapprochez ça par rapport au niveau moyen de rémunération des salariés dans ces pays-là, vous vous apercevez qu'effectivement, ça fait rêver beaucoup de gens. Et donc, on est forcément approché par des gens qui nous disent « Vos produits sont formidables, vos produits sont merveilleux, fantastiques, et moi, je vais vous permettre de commercialiser vos produits dans tout le pays, parce que regardez le nombre d'entreprises que je vais vous faire signer. » Donc vous partez dans cette dynamique commerciale et vous vous dites, effectivement, si j'ai un relais local, ça va me permettre d'aller plus vite et plus fort. Sauf que le relais local, ce qui vise, ce n'est pas la démultiplication, l'augmentation du gâteau, c'est de venir manger dans l'assiette en sous-traitant, parce qu'il faut bien qu'ils se forment. Et la première réaction, c'est de se dire, comment je peux intervenir chez vos clients pour me former, pour bien acquérir la compétence et aller en chercher d'autres après. Et vous vous rendez compte que très vite, les jeux sont faussés. Ce qui visait, c'était d'avoir de l'alimentaire et donc de venir manger dans l'assiette. Et bon, c'est des rapports humains, c'est des rapports à la fois économiques et c'est des rapports contextuels à l'économie du pays. Et ça, il faut l'avoir à l'esprit pour mesurer pleinement le choix du partenaire. C'est forcément, ça fait partie des expériences où vous vous dites, ben, c'est un échec, je ne vais pas renouveler. Mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher d'aller voir dans d'autres pays. Quand je prends par exemple l'Espagne qui a eu une crise économique énorme, ça ne nous a pas empêché de nous développer sur l'Espagne. Parce qu'on cible une clientèle de PME qui devait continuer d'avancer, devait optimiser leurs coûts. Et il y avait de moins en moins d'éditeurs sur les plateformes que nous adressons. Et ça nous a permis de signer de très belles affaires en Espagne, même si l'économie du pays était difficile.
Par contre, quand on prend la Grèce, et que la Grèce a une crise monétaire phénoménale avec blocage des comptes et blocage des dividendes, enfin des espèces vis-à-vis des Grecs eux-mêmes, ben ça fait appel à de la solidarité avec les sociétés du groupe pour leur mettre à disposition des cartes bleues, pour leur permettre de continuer de vivre, pour leur permettre d'avancer et de passer ce moment de crise. Donc vous pouvez être confronté à n'importe quel type d'expérience, effectivement, plus ou moins difficile. Mais aujourd'hui, ça va mieux et on est content d'avoir pu les aider à ce moment-là. Sur la réponse, moi, je pense qu'il y a des pays peut-être de culture anglo-saxonne où la relation froide, je vais dire, purement normée du contrat, de l'exécution du contrat, peut peut-être se mettre en œuvre et qui demande peut-être moins de présence physique. Dans les mondes plutôt latins, plutôt du Sud, je ne connais pas de professionnel de l'export qui ne soit pas un grand voyageur et qui soit toujours dans un avion. Tous les copains qui sont chefs d'entreprise et qui sont exportateurs, j'arrive pas à les joindre, ou si je les joins, ça me coûte cher. Donc on fait très attention. C'est tous des gens qui sont dans l'avion. Donc l'export, c'est forcément, dans la majorité des pays de la planète, de la présence sur place, même si parfois on s'aperçoit, j'ai vu il n'y a pas longtemps une société de la région qui travaille sur des systèmes complexes de pompes à chaleur, d'énergie, de chauffage, etc. Il est implanté dans un pays d'Amérique latine, j'arrive plus à savoir localiser lequel, dans ce pays. Et il y va. Il y est allé avec un client, donc c'est le même cas que ce que tu citais, c'est-à-dire un grand client qui l'a amené là-bas, mais n'importe comment, il y va. Et donc il n'y a pas de possibilité dans les pays du Sud, dans les pays latins, de jauger un petit peu comment ça se passe sans y aller. Ceux qui ont eu l'illusion qu'ils pouvaient lancer les choses et puis attendre le bilan annuel pour savoir ce qui s'était passé, là ils se sont tous bâchés. Donc l'export, c'est quand même, je crois, de la présence permanente, du contrôle. Moi, j'ai l'expérience d'un client, j'étais consultant avant, qui s'est bâché en Écosse. Pourtant, c'est un pays anglo-saxon. Truandage, machin, etc. Fermeture des agences, le coût à plusieurs centaines de milliers d'euros pour une belle boîte de la région. Parce que, voilà, ils se sont fait truander dans l'Écosse. C'était pas un pays maghrébin. Donc, là aussi, parce qu'ils avaient été un peu distants, ils avaient fait confiance à quelqu'un sans y être retournés régulièrement. Et vous avez des gens, je ne sais pas, prendre un exemple, un grand professionnel de l'international comme Canavez, même le directeur financier, que je connaissais bien, était un grand voyageur. Il allait toujours en Côte d'Ivoire, il allait toujours au Maroc, il allait toujours voir sur place si les stocks qu'il déclarait dans le bilan étaient bien là, si les cultures étaient bien là, si les accords étaient bien là, parce qu'il y a besoin de savoir réellement ce qui se passe. Donc l'international, c'est quand même une présence internationale, je crois qu'on n'y coupe pas. Voilà, et surtout, chaque pays est différent. Je ne connais pas de gens qui soient internationaux qui ne soient pas des grands voyageurs. Tu as raison, c'est à la fois des grands voyageurs pour être présents, pour être à proximité des équipes, mais c'est également, aujourd'hui avec les moyens modernes, je peux vous dire que nous, tous les lundis matins, la présidente, elle a 1 heure de reporting avec chaque pays européen, en visio. Depuis chez elle, elle voit chaque pays, quels sont les chiffres de la semaine d'avant, quels sont les chiffres prévisionnels pour cette semaine, etc. C'est suivi de façon hebdomadaire pour pouvoir bien suivre le business. Maintenant, ce que je voudrais dire aussi, c'est que les entreprises françaises, on peut être fiers de notre renommée à l'international. Quand on a racheté la dernière entité, qui était une entité européenne, ils nous ont dit « on est content d'être repris par des Français, parce que vous avez une renommée sociale très forte à l'international. Vous êtes respectueux du modèle social. » Les Américains n'ont pas du tout cette renommée-là. Les Anglo-Saxons n'ont pas cette renommée. C'est des coupeurs de tête, c'est des coupeurs de chiffres pour pouvoir optimiser les marges. Les Français, on n'est pas dans cette approche-là. On est dans des approches à taille humaine et on valorise le capital humain de nos entités. Et on peut en être fier parce que c'est cette renommée qu'on a, même si on a aussi la renommée des grèves, des blocages, de tout ce qu'on veut à l'international. Mais au moins... Il y a un bon côté. Est-ce qu'il y a encore une question sur cet aspect international ou un complément que vous souhaitiez apporter ? Non, bien on remercie nos... Oui, je voulais juste ajouter un élément par rapport à la thématique qui était abordée, c'est le pass French Tech à l'international. Oui, tout à fait. En fait, vous dire en quoi consiste ce pass French Tech à l'international. Fort de cette expérience French Tech, la France a démontré sa capacité à se mobiliser
et à porter le savoir-faire de ces startups à l'international. De nombreux pays sont venus à Las Vegas et nous dire « Mais comment vous faites en France pour avoir autant de créativité, autant d'ingénieurs, autant d'innovation ?» Alors ça repose effectivement sur l'esprit latin qui veut qu'on cherche toujours en permanence à contourner le système et à créer, à innover pour contourner le système. Plus sérieusement, fort de cette dynamique, il y a des créateurs d'entreprises à l'étranger qui se sont dit comment je pourrais venir en France pour être accompagné dans la création de mon modèle de start-up. Et c'est une initiative qui a été lancée par le ministère à Paris, où ils ont fait appel à des créateurs étrangers en leur disant pendant 1 an, on vous accueille, on vous met à disposition 25 000 €, ça va vous payer le loyer, ça va vous accompagner dans votre création de business model et pendant 1 an, on vous accompagne et on vous conseille. Et au bout d'1 an, vous choisirez. Soit votre idée elle est géniale et vous pouvez la commercialiser depuis la France, soit vous repartirez dans votre pays ou vous irez dans un autre pays pour faire ça. Devant le succès de l'opération menée sur Paris, cette année, French Tech, les équipes French Tech France ont décidé d'étendre le processus aux régions. Et donc l'ensemble des régions pouvaient se porter candidates. Ici, sur Aix-Marseille French Tech, c'est Marseille Innovation qui s'est porté candidat et qui a été retenu pour accompagner 1, 2, 3 créateurs étrangers qui peuvent venir être coachés chez Marseille Innovation, avoir un accompagnement en anglais bien sûr, pour pouvoir avancer dans leur projet, dans la modélisation de leur projet et faire que effectivement on rayonne à l'international dans le domaine des French Tech. Je pense que c'est important. C'est le French Tech Ticket. C'est le French Tech Ticket justement pour accompagner l'innovation des créateurs étrangers et leur permettre de venir voir comment ça se passe en France. Merci André Jeanneret, donc Medinsoft, président, c'est ça? Alors je suis président de Medinsoft. Voilà. Nous avons en charge au sein de Medinsoft la coordination du programme Aix-Marseille French Tech, c'est-à-dire que vous avez un comité territorial du numérique qui est constitué des collectivités, la ville d'Aix, la ville de Marseille, la communauté urbaine Aix-Marseille-Provence, l'agglo du pays d'Aix et la chambre de commerce. Plus 49 entreprises qui constituent le comité. Eux, ils ont écrit la feuille de route et nous ont dit on confie à Medinsoft la réalisation de cette feuille de route. Pendant 1 an, on a développé cette feuille de route, on l'a mis en musique. On a été reconduit en labellisation pour 2 ans, avec particularité d'être labellisé également sur 4 réseaux thématiques. L'IoT, qui est porté par le pôle SCS en collaboration avec le CNRFID, les Clean Tech, avec le pôle de l'Arbois et puis la e-santé avec Eurobiomed, et puis sport et bien-être qui nous permettent donc de couvrir ces 4 thématiques. Ça veut dire que derrière Medinsoft, vous allez avoir 4 structures qui vont être fer de lance, qui vont déposer une feuille de route auprès des équipes French Tech de Paris. French Tech Paris va consolider cette feuille de route, si je prends sur les objets connectés, avec la feuille de route de ceux d'Angers, qui sont sur les objets connectés plus grand public. Ils vont dire c'est intelligent d'aller participer à tel salon à l'international, d'être présent sur telle opération à l'international, et on y va ensemble. L'objectif, c'est dans chacune des thématiques d'aller à l'international pour montrer la puissance et la créativité de la France et les fers de lance qu'on a dans chacune de nos régions. Merci André Jeanneret, donc président de Medinsoft. Merci Charles-Martin Laval de Campen. Et merci à Sama Bendia de Finance et Conseil Méditerranée. On se retrouve dans quelques minutes pour parler du financement de la transition numérique. A tout de suite.